Nous devons éviter une autre crise politique liée à une prolongation de mandat. À propos de Muhammadu Buhari, le président nigérien a demandé à ses homologues de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de résister à la tentation de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir en tant que membre de la CEDEAO. Nous devons respecter les règles constitutionnelles de nos pays respectifs, en particulier en termes de limitation des mandats présidentiels, a-t-il déclaré lors du sommet de l'organisation qui s'est tenu lundi à Niamey, au Niger. Parmi les participants à ce sommet dominé par le putsch du 18 août dernier au Mali se trouvaient deux présidents qui ont retouché leur constitution pour briguer de troisième mandat, le Guinéen Alpha Condé et l'Ivoirien Alassane Ouattara. Ce que dit Mamadou Bouhari, David Jagbavi, ça montre que au sein de la CEDEAO, en tout cas au sein des chefs d'État, il commence par s'installer un certain malaise face à cette tendance qui s'impose de retoucher la Constitution lorsque le deuxième mandat arrive à la fin pour dire que les compteurs sont à zéro et qu'on peut rempiler. Oui, la crise politique au Mali a fait réveiller ces chefs d'État de la CEDEAO qui font semblant de dormir face à ces questions de modification de la Constitution. Aujourd'hui, des voix courageuses arrivent à se lever pour dire la vérité à certains chefs d'État qui ont accepté de jouer avec la volonté du peuple en cherchant à se maintenir forcément au pouvoir. Vous savez, la CEDEAO a été tellement critiquée dans la gestion des différentes crises qu'ont connu certains pays, le cas du Togo, le cas de la Guinée-Bissau, on a vu aussi un peu le cas de la Gambie, et puis dernièrement le cas du Mali. Et donc ces critiques ont apporté en tout cas des enseignements à ces chefs d'État qui ont compris la nécessité de taper du poing sur la table pour ne serait-ce que tirer les oreilles à ces récalcitrants présidents qui cherchent à s'accrocher au pouvoir. Et ce qui fait mal, ce qui fait honte, c'est que ce constat se fait la plupart du temps dans les pays ouest-africains francophones. Aujourd'hui, on parle de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Il est quand même assez extraordinaire que des chefs d'État qui, dans un passé récent, étaient des opposants, qui ont passé des années à lutter contre un pouvoir en place, qui, par la force des choses, arrivent à accéder au pouvoir et qui cherchent à se maintenir à partir de ces subvertiges-là où ils ont l'habitude de chercher à modifier la Constitution à la fin de leur deuxième mandat pour s'accrocher et sortir cette rhétorique de compteur à zéro. On avait vu le cas au Togo dernièrement. Ça fait très honte que des chefs d'État qui aspirent ou qui ont fait des promesses à leur peuple de venir changer ce que le précédent président faisait, arrive au pouvoir et modifie les constitutions, etc. Aujourd'hui, la question de la modification de la Constitution touche beaucoup plus les pays francophones en Afrique de l'Ouest parce que c'est ces pays-là, c'est dans ces pays que ce constat a été fait. Vous ne verrez pas ça au sein des pays anglophones, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone ou alors je ne sais plus quel autre pays, même les pays lusophones, le Cap-Vert et la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, vous ne verrez pas ça dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ces chefs d'État francophones de l'Afrique de l'Ouest trouvent des moyens par lesquels ils arrivent à modifier la Constitution et remettre le compteur à zéro pour chercher à s'accrocher au pouvoir, alors que vous étiez arrivé dans des situations que tout le monde a connues. Vous êtes arrivé dans des conditions qui ont fait porter de l'espoir à votre peuple, parce qu'à un moment, ce peuple avait besoin d'alternance, avait besoin de changement. Il a voté pour vous. Vous arrivez au pouvoir, vous finissez un premier mandat, et dès que vous entamez le deuxième ou en le finissant, vous arrivez à trouver la faille pour introduire une modification de constitution et demander à remettre les compteurs à zéro. Ça ne sonne pas bien dans les oreilles. Et je pense que le président nigérien a compris la nécessité aujourd'hui de remettre ses collègues, ses amis présidents qui ont cette fâcheuse manie de changer la constitution. Il a besoin de les mettre au pas, et c'est devant tout le monde, devant les autres présidents qu'il
il a choisi de s'adresser à eux. Et en s'adressant à eux, je crois qu'il faut aussi aller au-delà et trouver peut-être les moyens pour verrouiller justement ces différentes modifications au sein de certains pays francophones. C'est-à-dire, modification, il peut y avoir, mais quand vous êtes au pouvoir et que vous modifiez la constitution de votre pays, ne revenez pas dire que votre compteur est remis à zéro et que votre nouvelle constitution vous permet d'aller à un autre mandat. Alors, ce que dit Mamadou Bouhari, c'est il demande à ses collègues de résister à la tentation. C'est-à-dire, on sent que il y a de plus en plus cette tentation de la part des homologues de retoucher leur constitution. On sait qu'il y a des juristes qui vont trouver tous les arguties possibles pour justifier le fait et passer. Et finalement, c'est les crises qui suivent. Oui, c'est que il faut dire quand même que Bouhari a été courageux pour oser, parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Il faut le dire. Vous savez, quand vous prenez même les grands pays où nous avons une démocratie de plusieurs siècles, ils en sont venus à l'idée de ne pas faire plus que 2 mandats. Par exemple, je cite le cas il y a les cas sont légion. Je cite le cas des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Angleterre, etc. C'est seulement en Allemagne que Angela Merkel est en train de faire 4 mandats. Mais je crois que là encore, le système même le choix, le mécanisme même du choix du chancelier est tel que on ne peut pas dire qu'il y a eu fraude, etc. Donc le peuple a eu un droit direct à choisir son dirigeant. Et là, lorsque le peuple décide de reconduire 2 ou 3 ou N fois un dirigeant, on se dit que ben voilà, ça c'est la volonté du peuple qui est exprimée. Il n'y a pas eu pression, il n'y a pas eu détournement du suffrage, etc. Et je crois que il faut qu'en Afrique en général, on se préserve de cette tentation-là, parce que vous savez, la démocratie peut être un investissement rentable à condition que les gens acceptent le jeu de l'alternance. Mais parfois aussi, je pense qu'on peut avoir des spécificités. Quand je prends par exemple le cas du Togo, je me demande si c'est un cas pareil à celui de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire par exemple, parce que vous savez que c'est en 2006, il était évident que le Togo devait aller au changement de la constitution, parce que la constitution qui avait cours était très contestée dans la rue, etc. Et il faut aller au changement de constitution pour remettre le pays sur les rails en ce qui concerne les ressources constitutionnelles. Et finalement, cela n'a pu se faire que très 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 tard, ce qui fait que les tenants du pouvoir avaient l'impression de dire que ben voilà, c'est une décision que nous avions prise à l'unanimité, d'aller pas directement à une nouvelle république, au moins de mettre à plat un certain nombre de choses en ce qui concerne la constitution pour un nouveau démarrage. Et les tenants du pouvoir estimaient que ben voilà, si tel est le cas, on peut dire que ben voilà, tout le monde peut être libre de concourir. Je crois que ça était cela la problématique. Mais maintenant, le débat peut être ouvert sur le sujet de savoir si ce cas-là est pareil au cas tchadien ou bien au cas ivoirien ou au cas guinéen. Je crois qu'on peut ouvrir un débat sur le sujet. Mais vous savez, la démocratie, nous sommes à l'apprentissage de la démocratie, et j'ai eu à le dire ici, et 30 ans de cette démarche-là ne suffit pas pour que les pays adoptent une démocratie bon teint, parce que vous savez, la démocratie c'est comme du lait sur le feu, il faut la veiller, et on n'est jamais assez démocrate pour dire que ben voilà, maintenant on en a fini avec les scories qui rentrent le milieu. Mais si déjà, en tant que un pays de la CEDEAO, un président de l'espace CEDEAO, Bouhari élève la voix pour dire qu'il faut que les gens se préservent de cette tentation-là. Je crois que cela est en train de venir doucement, parce que nous apprenons, nous finirons par nous conformer, aller aux normes, mais je crois que 30 ans... En même temps, est-ce que c'est une question de peuple? Parce que là, vous avez, quand vous prenez un peu, que ce soit le Togo, le Bénin, le Niger, je ne sais pas quel pays de la CEDEAO, quand vous interrogez les populations,
elles sont adeptes de ces principes démocratiques de limitation de mandat. On a plus l'impression que c'est un problème de dirigeants. Vous avez un certain nombre de dirigeants qui viennent auréolés de principes démocratiques et qui après prennent le contre-pied de ce que eux-mêmes ils ont été. Oui, c'est ça le paradoxe. Et je crois que nous en avons discuté longtemps sur ces plateaux-là. Vous parlez, par exemple, vous faites référence au cas d'Alpha Condé. On l'a connu. Je crois que M. Dagbavi l'a dit tout à l'heure, que c'est des gens qui ont été connus comme de grands démocrates. Il y a même Abdel Wade qui, après son deuxième mandat, n'a pas voulu céder, n'a pas cédé, qui a voulu même se faire remplacer par son fils. Ça n'a pas marché et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a laissé le pouvoir. A laissé de pouvoir à son suivant. Mais je crois que ça, c'est le paradoxe. Ceux qui ont été connus comme de très grands démocrates, lorsqu'ils viennent, ils sont rapidement ravalés par leur ego et ils ne veulent plus laisser le pouvoir à un autre. C'est justement cela le paradoxe. Il faut que si la CEDEAO aujourd'hui commence à s'élever contre cet état de fait, parce que pendant longtemps, on a dit que la CEDEAO, c'est des amis, c'est un syndicat de chefs d'État, mais aujourd'hui on se rend compte que il y a une fissure, il y a une implosion chez ces gens-là. On ne parle plus de la même voix en ce qui concerne l'alternance. Boari, voilà, et d'autres présidents, ils étaient à table. Il n'y avait pas que Boari, il y a je crois, ils étaient 15. Il était 15, mais parmi ces 15-là, il y a le président sénégalais, et voilà, il y a le nouveau, le Bissau guinéen, qui est Omar Sissoko, et il y a un certain nombre de présidents qui étaient autour de cette table-là et qui se donnaient du bon temps parce qu'on a touché justement un sujet qui est amusant, dramatique pour certains, surtout pour ceux-là qui s'éternisent au pouvoir. Donc je crois qu'il y a un changement et c'est une démarche à encourager pour que l'Afrique, dans tous ses compartiments, dans toutes ces régions, retrouve enfin le souci de cette alternance-là, pour qu'on ne dise pas que ces gens-là s'éternisent au pouvoir alors que la situation économique dans leur pays n'est pas rose. Alors, Mamadou Boari dit clairement il faut résister à la tentation de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. La phrase peut paraître, j'allais dire ambiguë sur un point, c'est que il dit résister à la tentation de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc, ce n'est pas tant le processus de modification de Constitution qu'il condamne, mais c'est la finalité. Oui, bien évidemment. Et ce bout de phrase réunit tous les arguments de déception de la part du président Boari quand il fait le constat que des présidents, ces présidents-là, francophones surtout, moi je le précise, parce que c'est eux qui donnent le mauvais exemple dans la sous-région, se permettent de modifier la Constitution. Le problème n'est pas de modifier la Constitution. Vous savez, toute Constitution est appelée à être modifiée selon les besoins ponctuels et selon l'évolution de la situation. Toutes les constitutions peuvent subir des modifications pour lui permettre d'aller de l'avant et pour l'adapter aux réalités de l'heure. C'est tout à fait normal. Mais quand vous modifiez la Constitution pour vous éterniser au pouvoir, c'est là où ça pose un problème. Il faut à un moment que cela s'arrête. Et je crois que le président Boari a été encore un peu plus élégant vis-à-vis de ces chefs d'État. Il aurait pu être beaucoup plus dur envers eux et leur faire comprendre la nécessité d'arrêter. Il est dans la démocratie, il n'était pas en face il n'était pas en face de ses élèves. Non, mais donc c'est lui qui a pris la parole, c'est lui qui a voulu s'adresser à ces présidents-là. Et donc il a l'autorité de s'adresser à ces présidents. Ils sont que deux, hein. Là-bas, assis là-bas. C'est pas tous les 15 présidents. Ils sont que deux qui ont changé les choses. Dernièrement, on a vu ce qui s'est passé et tout le monde avait été surpris de ce changement-là. Pour le cas du Togo, on dira que oui, la modification était intervenue depuis 2003 ou 2002, voilà, avant le décès de Yadema, et l'actuel chef de l'État est venu voir cette constitution pareille. Aujourd'hui, il y a
une limitation de mandat, sauf que les compteurs ont encore été remis à zéro. Et donc le Togo a longtemps été cité comme mauvais exemple, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. Les Ivoiriens se sont peut-être inspirés de nous, les Guinéens aussi se sont peut-être inspirés de notre modification, etc. Et donc le président nigérien a compris aujourd'hui qu'il faut à un moment tirer les oreilles à ces élèves récalcitrants-là qui n'apporte rien de concret, parce que au final c'est des crises, et cette adresse vient pour justement empêcher ces crises politiques perpétuelles tout le temps. C'est les mêmes choses, et ça vient de certains pays qui sont très connus, qui ont été de très bons élèves dans le passé, mais qui, avec la tentation du pouvoir, ont changé de costume et sont devenus de très mauvais élèves aujourd'hui. Il ne faut pas que toute la sous-région soit contaminée par ce virus de changement, de modification et de remise de compteurs à zéro. Sinon, ça n'arrangera personne. Et donc aujourd'hui, le président nigérien a très bien fait de s'être adressé à ces présidents. Ça permet aussi aujourd'hui de comprendre la nécessité de la CEDEAO de s'éveiller et d'écouter la voix des peuples, puisque c'est à partir de la crise au Mali, il faut avoir le courage aussi de le dire, c'est cette crise politique qui a amené aujourd'hui la CEDEAO à apporter des réponses à toutes ces questions que se posent l'ensemble des populations de la CEDEAO. Et aujourd'hui, les choses vont bien. Il a eu le courage de s'adresser à ses amis anciens, à ses amis présidents, avec l'espoir que son adresse va être entendue et être mise en application. Donc, en fait, ce que Mamadou Bouhari invite ses homologues à être, c'est des hommes d'État, des hommes de valeur qui tiennent à leur parole. En fait, même si, entre-temps, la Constitution peut changer parce qu'il y a des événements qui peuvent arriver, vous devez arrimer la Constitution à un traité international, à une convention, on peut retoucher la Constitution pour tel ou tel besoin. Ça ne doit pas vous permettre d'ouvrir un boulevard. Absolument, parce que vous savez, avant, pour venir au pouvoir, je crois, par des années 60, ça a été par le biais des coups d'État. Mais on a retrouvé la démocratie, hein, en tout cas un semblable de démocratie à partir des années 90. Mais maintenant, les gens trouvent un autre subterfuge pour se maintenir au pouvoir. Et ce subterfuge-là, c'est que, ben voilà, vous arrivez au pouvoir par le biais de la démocratie parce que quelqu'un a accepté de vous céder le fauteuil et une fois que vous installez dans ce fauteuil-là, vous faites tout pour ne pas le laisser à un autre. Et ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est le changement de constitution. C'est un subterfuge pour se maintenir au pouvoir. C'est comme un coup d'État. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, surtout que ceux qui viennent, comme nous le disons, au pouvoir là, c'est des gens qui ont été connus comme de bons démocrates et qui fustigeaient ceux qui étaient au pouvoir parce que ceux-là ne voulaient pas céder le passage. Et une fois qu'eux-mêmes ils sont installés à la place de ceux qu'ils fustigeaient, ils ne veulent pas céder. Et je crois que c'est l'histoire qui se répète, l'histoire qui bégaye. Et ce n'est pas de cette façon que l'Afrique peut se développer. C'est vrai qu'il faut avoir l'appétit vient mangeant, comme on dit. Les gens ont été super ont été applaudis en disant qu'ils ne feront pas plus que 2 mandats. Comme aujourd'hui au Niger, le président dit que lui ne fera pas plus de 2 mandats. C'est ce que la Constitution dit. Il faut qu'il respecte tout simplement la Constitution. Ben voilà. Mais dans d'autres pays, on a constaté, surtout le cas de la Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara qui dit que ben voilà, lui, il a une vacuité, il y a eu une vacuité autour de lui. Il trouve pas de candidat crédible dans son rang, donc il faut que lui-même rempile, ce qui est un peu ridicule en ce sens que lorsque vous n'avez pas formé les gens, lorsque vous n'avez pu former qu'une seule personne qui soit en mesure de prendre votre succession, ça c'est déjà un échec. Ça veut dire que vous ne pouvez pas varier le choix. Vous n'avez pas un plan B et vous dites que vous êtes contraint de remplir vous-même parce que vous ne trouvez pas une autre alternative à part votre poulain et qui, chemin faisant, est décédé. S'il est décédé, il y a sans doute quelqu'un d'autre dans l'autre camp, dans le camp en face, qui peut aussi postuler et diriger vraiment la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire était dirigée avant que Alassane Ouattara ne venait au pouvoir. Je crois que le paradoxe de vouloir se maintenir au pouvoir alors qu'on est arrivé au pouvoir par la démocratie, c'est un paradoxe qui aujourd'hui fait jaser, qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Et si Bouhari se levait contre cet état de fait, je crois qu'il a eu
la force de le dire, et cette force-là, c'est sans doute parce qu'il veut imposer ce que le Nigeria exerce comme leadership. Il veut le faire voir et dire que le Nigeria n'est pas seulement un grand pays économiquement, il faut qu'aujourd'hui le Nigeria devienne aussi un grand pays en donnant des exemples de ce genre, du genre Buhari qui donne, qui dit aux gens que ben voilà, tenons nos promesses lorsque vous êtes venus, comme cela se fait depuis quelques décennies au Nigeria. Lorsque votre mandat finit, eh bien, vous laissez la place à quelqu'un d'autre et vous allez constater que ceux qui laissent leur place, les anciens présidents aujourd'hui, ils sont recherchés dans la diplomatie internationale. C'est par exemple le cas de Goodluck Jonathan, qui a été rappelé, qui a été envoyé par exemple au Mali. Vous savez, ces gens-là deviennent des personnes ressources qu'on peut éventuellement utiliser pour éteindre des crises ici et là. Mais s'il s'était maintenu au pouvoir, ce serait une autre crise au Nigeria. Et aujourd'hui, on aurait besoin de lui. Au Mali, on ne le trouvera pas parce qu'il n'était pas parti à temps pour devenir quelqu'un qui a de l'expérience, une expérience qu'il peut proposer ailleurs. Alors maintenant, c'est vrai, Buhari dit qu'il faut éviter la tentation. Quelle peut être la solution? Est-ce qu'il faut aller vers une harmonisation, je ne veux pas dire des constitutions dans la CEDEAO, mais des principes, par exemple, de durée et de limitation des mandats? Il faut que la CEDEAO ait un protocole qui dise chaque État, voilà le principe qu'il faut inscrire dans votre constitution. Bien évidemment, tant que la même CEDEAO proscrit les coups d'État dans les pays membres, il faut que cette même CEDEAO arrive à imposer des principes qui doivent être respectés. C'est vrai qu'on parle de souveraineté des pays, mais je pense que pour la bonne harmonie, pour la quiétude et beaucoup plus pour la sauvegarde de la paix dans la sous-région, il faut imposer des principes à faire respecter par tous les 15 pays de la CEDEAO. C'est-à-dire que si vous êtes président, vous arrivez au pouvoir par les urnes et que vous avez 2 mandats à faire, si vous modifiez la Constitution tout au long ou au cours de votre mandat, cette modification ne vous permet plus de vous présenter. Ça va être quelque chose qu'il faut imposer. Ça s'est fait dans les pays membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans ces pays, vous n'avez pas à faire plus de 2 mandats, sauf l'Allemagne dont on parlait tout à l'heure, c'est tout. Mais dans les autres pays, si vous avez 2 mandats, si vous modifier la constitution de votre pays dans la durée de votre mandat, eh bien, vous ne prenez plus part à la prochaine élection. Aux États-Unis, les modifications de la constitution peuvent intervenir à tout moment, mais ça n'ouvre pas. Ça ne met pas en cause. Voilà, c'est-à-dire vous avez 2 mandats à faire, vous modifiez votre constitution, vous ne vous représentez pas. Si vous vous représentez, là, on aura besoin de la CEDEAO pour venir remettre de l'ordre. Et quand cette CEDEAO veut paraître beaucoup plus crédible aux yeux des populations de ces 15 pays, il faut qu'à un moment, elle arrive à imposer des principes qui doivent être forcément respectés par ces pays. C'est la seule condition pour éviter ces tensions, ces crises politiques, puisque la même CEDEAO ne veut plus avoir affaire à des crises politiques. Ce n'est pas bien qu'un pays tombe dans une crise politique, ça ralentit tout, ça bloque tout. Vous avez vu le Mali, ça fait 3 semaines que les militaires sont arrivés au pouvoir, le pays ne marche pas, tout est bloqué, il faut attendre des mois avant de mettre en place des institutions pour relancer le pays. Ça retarde. Et donc, cette CEDEAO doit comprendre la nécessité aujourd'hui de faire comprendre à ces présidents qui viennent tripatouiller leur constitution. Vous pouvez tripatouiller votre constitution, mais ne vous attendez pas à vous présenter pour bénéficier d'un nouveau mandat. Si vous le faites, les tests sont là, ils vont être appliqués contre vous et vous allez être seul responsable. C'est en cela que on peut véritablement comprendre la nécessité de la CEDEAO d'aller vers ces crises, d'aller vers la préservation de ces crises, d'aller vers la protection de ces pays qui sont très sensibles, surtout des pays francophones, moi je le dis. Et ces pays francophones ne donnent pas le bon exemple. Ça fait mal, ça fait honte que tout le temps on parle
des pays francophones. Ils sont 2 actuellement, à la Guinée, la Côte d'Ivoire. Ça fait vraiment honte que tout le temps, on réunit des chefs d'État et qu'on s'adresse à ces chefs d'État comme on parle à des enfants, comme on parle à ses élèves en classe, qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire pour éviter qu'il y ait des crises. Ça fait honte. Si vous aimez votre pays, faites 2 mandats et partez. Même si la Constitution que vous avez réussi à faire tripatouiller vous permet de faire un 3e, arrêtez-vous à votre 2e mandat. Vous serez sollicité ailleurs, beaucoup plus dans un cadre plus international et plus connu. On a vu le cas de l'ancien président, celui qui a dirigé la transition en Guinée, le général là. Après Dadis Camara, voilà qui a été sollicité. On a vu d'autres présidents qui ont été rappelés pour des missions internationales et qui ont réussi à mettre. Voilà, c'est ça ce qu'on veut de ces chefs d'État africains qui ont fini le mandat et qui cherchent à s'éterniser encore. Comment on fait inscrire ce que souhaite Mamadou Bouhari dans les habitudes? Ben oui, dans les habitudes, il ne lui revient pas de le faire parce que les habitudes sont une seconde nature, comme on dit. Mais vous savez que dans presque toutes les constitutions sur le continent africain, il y a la limitation des mandats, des mandats. Donc, il faut tout simplement que cette limitation-là soit observée. Il faut que la loi soit observée, il faut que la loi soit poussée dans les pratiques. Je crois que la CEDEAO ferait... Au niveau de la Côte d'Ivoire, on vous dit c'est le premier mandat de la 3e République. Même chose en Guinée, premier mandat de la 3e République. Donc finalement, c'est l'astuce qu'ils ont trouvée. Hein. Ils disent nous respectons les thèses, la modification est légale, les compteurs sont à 0, tout le monde repart. Mais écoutez, lorsque il arrive peut-être au bout de ce mandat, ou bien au bout du 4e mandat, ils vont encore dire que le compteur à 0. Vous savez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est le nombre de mandats dont on parle. Je dis par exemple que aujourd'hui le cas de Conté et de Alassane Ouattara, les 2 cas là sont indexés parce que c'est des cas flagrants. C'est-à-dire que c'est la Constitution faisait déjà blocage à toute personne qui voudrait aller au-delà de 2 mandats. Et ce qui est spécifique ici, c'est que ce sont ces présidents-là sortants qui changent la Constitution. Le changement de la Constitution n'est pas demandé par exemple par l'opposition ni par le peuple. C'est de leur propre gré qui change la Constitution et c'est pour cela que nous appelons ça un subterfuge pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qui ferait qu'on changerait de république en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a changé de Constitution. Chaque fois qu'on change un article d'une Constitution, on va dire qu'on est passé à une nouvelle république, etc. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce qu'on a changé la Constitution qu'on passe à une nouvelle république. Mais il faut des cas, il faut des situations qui contraignent toute la République à renoncer à une certaine façon de voir les choses, politiquement parlant, pour qu'on parle de changement de République. Ce n'est pas parce qu'on change de constitution qu'on passe à une nouvelle République. Sinon, aux États-Unis, par exemple, en France, on change la constitution pratiquement tout le temps pour l'adapter à une nouvelle situation, pour l'adapter au contexte qui accourt. Mais on ne change pas pour autant de république. Mais en Afrique, on ne passerait pas de première, deuxième, troisième république à 4e, à 5e, à 6e république. C'est comme si on change son pagne et chaque fois qu'on change de pagne, on dirait qu'on est une nouvelle personne. Je crois que ça n'a pas de sens. Ce qu'il y a lieu de faire peut-être au niveau de la CEDEAO, c'est qu'aujourd'hui, la CEDEAO se donne les moyens de contraindre les présidents à respecter leurs promesses. Et je crois que c'est ce qu'on fait, par exemple, au Mali, en faisant injonction aux militaires en prenant des actes courageux, des actes forts. Voilà. La pause, grande pause. Après le journal, nous serons à nouveau ensemble.